Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie A qui est intervention ou repli. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est que les États-Unis, c'est pas véritablement un pays isolationniste. Certes, les États-Unis déjà, ils n'ont pas de menaces directes parce qu'ils sont entourés du Canada et du Mexique qui sont pas assez forts. Et donc les États-Unis semblent pouvoir s'isoler des autres États, mais finalement cet isolationnisme il reste un mythe. Par exemple, déjà dès le 19e siècle, les États-Unis étaient déjà très intéressés par l'Asie. Donc ici c'est plutôt l'idée d'un unilatéralisme des États-Unis qui veulent être les plus indépendants possibles sur la scène internationale. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les États-Unis adoptent de plus en plus une politique dite interventionniste, qui est justifiée par l'idée de destinée manifeste, où les États-Unis auraient une mission d'imposer un ordre au monde, et ça c'est défendu notamment par les réalistes offensifs, euh, par les réalistes offensifs et les interventionnistes libéraux aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y aurait un débat sur le degré d'intervention dans le monde des États-Unis en fonction des présidents. Obama, il va plutôt privilégier une politique de retrait, il va être plus prudent, il va mener une politique plus réaliste. Il va mener une véritable politique de renoncement quand même aux interventions militaires. Il va plutôt essayer de s'appuyer sur les alliés. Donc, durant son mandat, l'interventionnisme des États-Unis va être plutôt mesuré. Puis avec Trump, il va y avoir également une stratégie de repli, avec cette fois un renoncement total à l'exceptionnalisme. Trump va également développer des politiques très protectionnistes, suivant son slogan America First. Euh, il va mener des politiques très ultranationalistes également. Euh, Parfois, il va aussi remettre en cause l'ordre des États-Unis. Mais avec Trump, on ne peut pas parler de véritable isolationnisme euh, parce qu'il a eu un rôle diplomatique très fort. En fait, avec Trump, on a plutôt parlé de diplomatie transactionnelle parce qu'en fait il va souvent négocier d'État à État. Avec Biden, lui va plutôt mener une politique quand même plus interventionniste que Trump. Il va vraiment essayer de défendre la démocratie face aux régimes autoritaires. Il va quand même toujours maintenir le protectionnisme de Trump. Il va donc mélanger en fait une politique interventionniste avec la défense des intérêts des États-Unis. Et aujourd'hui, on remarque également qu'il y aurait trois positions dans la défense du leadership des États-Unis adoptée par la plupart des présidents américains. Soit on va adopter une politique idéaliste, ça va être plutôt celle des néo-conservateurs, avec l'idée que le leadership américain est indispensable à la stabilité du monde et que c'est la seule manière d'éviter un monde dominé par la Chine et des régimes autoritaires. Ou alors dans un autre cas, on va plutôt adopter euh, une idéologie plus hégémoniste illibérale, où ici il faudrait que les États-Unis conservent leur domination militaire, euh, et sans toutefois préserver la défense des valeurs des États-Unis. En fait, ici, les États-Unis devraient donc imposer ou défendre leurs intérêts stratégiques sans nécessairement respecter les principes démocratiques ou libéraux. Cela peut donc inclure des interventions militaires, des soutiens des régimes autoritaires ou encore des pratiques économiques coercitives. Ou enfin, la troisième position que pourraient adopter donc les États-Unis, ce serait une position de réaliste défensif où les États-Unis doivent s'occuper des affaires du monde, sinon ils paieront le prix de leur indifférence.
Il faudrait donc renoncer euh, à certaines régions pour privilégier des régions plus importantes et même parfois négocier avec des rivaux. Et finalement, ce que montrent ces trois stratégies, c'est que l'absence finalement d'unanimité de stratégie des États-Unis ce serait peut-être un des facteurs du déclin des États-Unis. En tout cas, on peut quand même détacher trois consensus de ces stratégies. Déjà, c'est qu'elles visent à régler les problèmes intérieurs des États-Unis. Il y a également une vision plus critique de la mondialisation avec une volonté de renforcer la souveraineté des États-Unis. Et enfin, il y a quand même l'idée que la Chine est l'adversaire principal des États-Unis. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie B qui est le multilatéralisme et l'unilatéralisme. Alors, les États-Unis ont créé le système multilatéral. Les États-Unis ont été le véritable architecte des institutions internationales. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle central dans la création d'institutions clés comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale et le GATT, précurseur de l'OMC, établissant donc les bases du système multilatéral. Mais finalement, les États-Unis restent une tradition très unilatérale euh, qui illustre finalement une première limite de leur multilatéralisme. Déjà en 1919, les États-Unis ne vont pas ratifier le traité de Versailles qui crée la SDN. Également, il va y avoir le rôle de la révolution républicaine de 1994, lorsque les républicains prennent le contrôle du Congrès. Ils vont donc prôner une politique étrangère plus nationaliste et sceptique vis-à-vis des institutions internationales. Euh, Dès qu'ils vont arriver au Congrès, ils vont renforcer également la tradition unilatérale des Américains, notamment en limitant les contributions aux Nations Unies et en privilégiant des décisions alignées sur les seuls intérêts américains. Après, ces tentations unilatérales avaient être accentuées par le mouvement unipolaire des années 90 et ça va culminer avec George W. Bush. Et puis avec Trump, il va avoir également un choix clair de l'unilatéralisme, avec une critique du multilatéralisme qui entraverait les décisions des États-Unis. C'est pourquoi Trump il va critiquer l'ONU, notamment à l'Assemblée générale de l'ONU de septembre 2018. Il va également quitter il va pousser les États-Unis lui à quitter de grandes conventions, comme en 2017 ce sera l'UNESCO, en 2018 ce sera le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et enfin en 2020 ce sera l'OMS. Aujourd'hui également, les États-Unis essayent de développer des structures multilatérales pour collaborer avec un nombre beaucoup plus limité d'acteurs, comme le Quad ou encore le TPP. Euh, une autre chose qui montre finalement une crise du multilatéralisme aux États-Unis, c'est le fait que les États-Unis font de moins en moins d'efforts dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Euh, un autre problème de ce multilatéralisme aux États-Unis, c'est qu'on a souvent l'impression que les organisations internationales sont la solde des États-Unis. En fait, d'abord, dans les années 70, les organisations internationales étaient dominées par le tiers-monde. Et c'est pourquoi les États-Unis ils vont, dès la fin des années 70, reprendre en main les organisations internationales, surtout le FMI et la Banque mondiale. Ils vont en fait très rapidement devenir un arbitre incontournable des affaires internationales, comme pour les accords de Camp David en 1978. Euh,
Une autre chose qu'on peut remarquer, c'est que aujourd'hui la relation des États-Unis et de leurs alliés, elle est en crise. Entre les années 50 jusqu'à aujourd'hui, la gestion du système d'alliance américain, ça a été à la fois un atout et des problèmes. Un atout parce que ça permet aux États-Unis d'avoir un réseau mondial étendu avec des alliances clés comme l'OTAN, des partenariats également en Asie, euh, des accords bilatéraux stratégiques qui vont permettre aux États-Unis de disposer d'une présence militaire et diplomatique mondiale inégalée. Également, ces alliances vont permettre aux États-Unis d'avoir une véritable supériorité technologique et militaire, parce que dans ces alliances, on va souvent partager les nouvelles innovations ou encore des expertises en matière de défense. Mais ce système d'alliance, il peut également être remis en cause comme un atout des États-Unis, parce que déjà les alliés n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Donc cela peut entraîner des tensions entre les États-Unis et leurs alliés. Également, les alliés des États-Unis vont souvent mener des politiques plus autonomes dans une scène internationale devenue plus libre. Ainsi, dès les années 80, il va y avoir de nombreuses dissensions commerciales entre les États-Unis, le Japon et l'Union européenne. Mais ça n'empêche pas non plus les alliés de savoir également resserrer leurs liens, notamment face à des menaces communes comme le terrorisme, comme la montée de la Chine ou encore encore plus parlant, la guerre en Ukraine, qui a poussé les alliés à collaborer sur le plan militaire. Mais ce qui en fait qui va vraiment créer la crise entre les États-Unis et ses alliés, c'est le fait que les États-Unis vont souvent critiquer leurs alliés qui seraient devenus aujourd'hui une concurrence économique. Déjà, si on prend l'exemple de l'OTAN, on remarque que les États-Unis assurent l'essentiel des dépenses, donc il y aurait une certaine hypocrisie des alliés qui se servent du système au détriment des États-Unis. Donc finalement, ce système d'alliance des États-Unis, il aurait peut-être fragilisé les États-Unis. C'est pourquoi déjà George W. Bush, il avait plutôt parlé de former des coalitions selon les circonstances, et c'est l'idée qui va être reprise par Trump, déjà en jetant le doute sur l'article 5 de l'OTAN qui indique euh, une protection commune si un pays membre est attaqué. Et on remarque même que lors de la présidence de Trump, il va se rapprocher de régimes autoritaires comme la Russie ou encore la Corée du Nord. Euh, et cela, du côté des Alliés, entraîne un véritable doute où les Alliés vont se demander est-ce que les États-Unis vont véritablement les secourir en cas d'attaque. Et donc il y a une véritable idée de délaissement finalement des États-Unis de leurs alliés. Alors là, on est dans la partie C qui est quelle géopolitique pour les États-Unis. En fait, la question qu'on va se poser, c'est comment les États-Unis vont privilégier les régions et les espaces. Alors la première zone de préoccupation des États-Unis, ça va être l'Asie. En 2022, il va être lancé par Biden une nouvelle stratégie nationale en Asie contre la Chine. Euh, on va donc promouvoir toujours cette idée d'Indo-Pacifique, et également on va essayer de faire du côté des États-Unis une véritable guerre face à la Chine. Puis en 2022 va être lancée une stratégie de défense industrielle par le Pentagone, axée sur l'Asie. Les États-Unis également, ils essayent de, de mener une influence en Europe. Déjà, on remarque que les États-Unis ont près de 100 000 soldats qui sont implantés en Europe.
et certains ont été donc mobilisés pour la guerre en Ukraine. Euh, mais finalement, le continent européen, il est quand même assez laissé à l'écart par les États-Unis, surtout depuis la fin de la guerre froide. Par exemple, il n'y a pas eu d'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Et les initiatives menées par les États-Unis en Europe sont souvent minimales. Par exemple, en 2021, le Conseil du commerce et des technologies de Biden. Euh, Ensuite, le troisième espace qui va intéresser les États-Unis, ça va être le Moyen-Orient. Ça a été la véritable préoccupation des États-Unis au début des années 2000, puis ça va changer avec en 2011 la stratégie du pivot asiatique d'Obama, où l'Asie va devenir la plus grande préoccupation des États-Unis. Ainsi, avec Obama, on va avoir un retrait partiel des troupes au Moyen-Orient. Déjà, ça va être dû au fait que la révolution gazière et pétrolière aux États-Unis a permis aux États-Unis donc de s'autonomiser du Moyen-Orient, qui était leur principal pourvoyeur en termes de ces matières premières. Les États-Unis vont juste se vouloir une puissance médiatrice au Moyen-Orient, avec comme en 2020 les accords d'Abraham, qui sont deux traités de paix entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Mais quand même, les États-Unis vont essayer de garder une certaine présence au Moyen-Orient pour ne pas laisser le champ libre des puissances révisionnistes comme la Russie ou encore la Chine. Plus du côté de l'Afrique ou encore de l'Amérique latine, ça va être des espaces qui vont être considérés comme secondaires, et les États-Unis vont plutôt essayer de mettre l'accent sur le contrôle des espaces communs. D'ailleurs, Barry Posen dans the Commons en 2004, il va affirmer que la domination des États-Unis sur le monde repose sur les espaces communs. Euh, D'ailleurs, les États-Unis sont de plus en plus concurrencés dans ces espaces, et les États-Unis eux-mêmes participent à la déstabilisation de ces espaces. Alors que les États-Unis, finalement, au départ, ils avaient été les défenseurs de l'ouverture de ces espaces. Aujourd'hui, ils sont plutôt un véritable défenseur de la militarisation de ces espaces, avec une volonté toujours plus forte de s'accaparer de ces espaces communs. On peut penser par exemple en 2015 du Space Act, qui autorise les citoyens américains à revendiquer des ressources dans l'espace.